C'est une très belle histoire qui se passe au fin fond du Jura. C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre une vallée, une rivière et des hommes. Une rencontre qui a fondamentalement transformé les paysages. Nous sommes aujourd'hui sur la 3e plus grande retenue d'eau de France. Au milieu coule toujours une rivière. Simplement, elle est à 60 mètres en dessous de nous. Au fond, il y a un barrage. Je vous invite à découvrir ces fabuleux paysages en compagnie de Didier, notre skipper du jour. Voilà. On navigue en pile. Ça tourne. Barésienne sur l'Inde. Et on remonte sur Pont-de-Poite et les Sauts de la Cesse. C'est là qu'on va. C'est ici en réalité que démarre notre histoire. Nous sommes à l'extrême nord du lac de Vouglan, à Pont-de-Poite, et oui, ça ne s'invente pas, dans un endroit qui très précisément s'appelle le Saut de la Cesse. Alors qu'est-ce que le Saut de la Cesse? C'est en fait un endroit assez étonnant où l'Ain, il y a un peu plus d'une 50aine d'années, se jetait gaillardement dans la vallée. Aujourd'hui, les choses se font de façon un peu plus tranquille. Il y a quelques très beaux souvenirs de la rivière impétueuse qui passait là. Ce sont des espèces de marmites qu'on peut découvrir. À cet endroit-là commence l'histoire du lac de Vouglan, qui s'inscrit sur plus de 35 km de long et nous invite à découvrir des paysages extraordinaires. Et pour nous faire une idée un petit peu plus précise de la rivière d'Ain, nous allons prendre un peu d'altitude avec la complicité de Jean-François. Salut Jean-François. Jean-Luc, bonjour. Et nous allons survoler cette vallée magnifique. Nous allons survoler l'ouvrage de Vouglan, mais aussi ce qu'il y a un petit peu en aval, ce qu'on appelle la basse vallée de l'Ain. La rivière d'Ain, née sur les plateaux de Nozerrois, grossit le Rhône après avoir parcouru 190 km. Elle en est d'ailleurs l'un des affluents les plus imprévisibles. Ces gorges pentues nécessitent des prouesses architecturales pour la traverser. Ouvrage sans doute le plus emblématique de cette vallée, le viaduc rail-route de Cise-Bolezon, édifié en 1875 et haut de 73 mètres. Pour contrôler l'Ain, une multitude de petits barrages ont été bâtis dès la première moitié du XXe siècle. Allemand, Cise-Bolezon, Moucharmine, Coiselet ou encore Saumortier. Mais les résultats escomptés ne furent pas au rendez-vous. Aussi, l'idée d'un barrage géant naissait dans les esprits des ingénieurs dès 1958. 10 ans plus tard, le barrage de Vouglan fut mis en eau, devenant la 3e plus grande retenue hydraulique de France, avec plus de 600 millions de mètres cubes d'eau. Sa construction mobilisa 500 personnes durant 5 ans, et sa mise en eau dura 18 mois. Parmi les ingénieurs qui participèrent à sa construction, Daniel Deslandres. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Luc. Quel temps magnifique pour contempler votre œuvre là. C'est un peu votre œuvre en quelque sorte. On peut dire que c'est mon œuvre, mais je dis tout de suite que c'est une œuvre collective. Nous avons été plusieurs entreprises et nous étions au maximum, disons, environ 350 personnes. On est dans les années 60, 5 à 6 ans de chantier. 5 à 6 ans de chantier. Moi je suis arrivé pas tout à fait au début. Et ça s'est terminé Enfin, moi, je suis parti en 69 et je pense que ça a été inauguré un petit peu plus tard. D'où on faisait le génie civil, c'est-à-dire les terrassements et le béton. Le béton arrivait par ce qu'on appelle le blondin, c'est-à-dire un câble tendu d'un bord à l'autre de la vallée
et qui manipulait les bennes à béton qu'on déversait sur les plots du barrage et petit à petit les plots montaient. Il y avait les 3-8, c'est-à-dire qu'on tournait jour et nuit du lundi matin au samedi matin. En plus de l'aspect technique, il y avait l'organisation de la vie civile, si je puis dire, parce qu'il y avait une cité qui a été construite pour accueillir le personnel. Il y avait une cantine, il y avait même une épicerie, etc., dans le bas de Vouglan. Alors, comment ça s'est passé du point de vue de la population? Il y a quand même eu, quelque part, 3 hameaux qu'on a submergés. Comment ça a été vécu, tout ça? On n'avait pas trop le contact avec la population extérieure, quoique il y a des ouvriers du chantier qui venaient de la région. Et effectivement, vous avez cité 2-3 hameaux. Ce n'était que des hameaux, hein. Il y avait un petit groupe de maisons, c'était Belsin, Briat et Le Bourget. Il y a des personnes, effectivement, qui ont dû être émues de voir leur maison inondée, mais il y avait pas d'église, il n'y avait pas de cimetière, si vous voulez. Il n'y a pas eu de problème particulier de ce côté-là, hein. Ce qu'on peut citer, ce qu'on peut regretter, c'est l'affaire de la Chartreuse de Vaucluse, qui était en ruine, qui n'accueillait plus de moines depuis bien longtemps, mais qui représente un patrimoine architectural important, hein. François Bonneville, vous êtes un peu la mémoire vivante de cette région et de cette vallée engloutie, dont on va découvrir ici un des plus beaux fleurons, en l'occurrence une chartreuse qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un tout petit élément de la chartreuse, puisqu'on a là seulement le portillon central et les 2 pavillons. Au fond, on avait donc un monastère très très vaste qui a été construit à partir du XIIe siècle. Il y avait un bâtiment pour les convers, il y avait un bâtiment pour les moines, il y avait une église du XIIe siècle, il y avait une gigantesque terrasse soutenue par 12 voûtes. Tout ça, c'est au fond de l'eau, ça sert maintenant de site de plongée pour des gens qui veulent faire de la plongée extrême, parce qu'il faut vous imaginer que c'est entre moins 45 et moins 65 mètres. Ce bâtiment-là, qui est le fronton du XVIIIe siècle, donc lui, il a été remonté, il a été reclassé monument historique en 1971. Maintenant, c'est une propriété privée, donc ça ne se visite pas et le propriétaire ne l'utilise même pas comme résidence secondaire. C'est vraiment à l'écart de tout, un quart d'heure de marche pour arriver ici ou venir par bateau, mais c'est pas non plus évident. Donc c'est un lieu certes très joli, mais un petit peu fermé et ça reste une propriété privée. Vous nous aviez promis quelques surprises et sur ces 1600 hectares, Dieu sait qu'il y en a, 1600 hectares d'eau turquoise et au fond, une cascade. Une jolie cascade en plus de ça, on aura de la chance aujourd'hui, il doit y avoir un peu d'eau parce que on a eu un orage hier et donc ça devrait nous permettre de pouvoir en profiter.
On est sur la Via Ferrata. Pour la petite histoire, on est à 170 mètres de haut au-dessus du lac. Le barrage du lièvre de Vouglan, c'est un peu un paradoxe. Et à la fois un très bel exemple de symbiose entre l'industrie, l'homme et la nature. Cette immense retenue d'eau vit suivant un rythme très particulier qui privilégie évidemment le tourisme en été, avec une palette assez extraordinaire de sports que vous pouvez pratiquer ici, qui vont des sports nautiques traditionnels à la randonnée, à la pêche, à la chasse, à tout ce que vous voulez. Pourquoi ici? Parce qu'il y a une bonne population de silures, surtout des grosses silures. Et ici, l'été, ils sont moins profonds en fait. Donc ils se tiennent bien dans les ports où il y a à manger en fait, où il y a beaucoup de gardons. On va regarder ça. Donc là, on descend dans le lit de la rivière. Là. Donc si tout se passe bien, s'ils sont là, on devrait les voir poser ou se balader. Les appâts sont prêts. Donc voilà, dans l'eau, quand on va animer en fait au-dessus du silure, ça va faire comme une petite pieuvre voilà, qui se balade au-dessus. Stéphane, alors voilà l'objet du jour, on appelle ça un clonk. Un clonk. Oui, ça émet un son et puis en fait une résonance et puis ils viennent voir. Parce qu'ils sont curieux les bestiaux là en question. Voilà, par curiosité en fait. D'accord. Ils sont pas évidents. Là, ils se présentent pas trop mal, mais donc là, il y en a qui se baladent. On passe dessus là. Oula. Ah, il est là. Oula. Oh la bête. Bon, apparemment, il est un peu plus petit que toi. Il est un peu plus petit que moi. Le silure n'est certes pas le plus gros poisson d'eau douce au monde, mais ses dimensions exceptionnelles ont de quoi effrayer le plongeur qui le croise pour la première fois. Introduit par des pêcheurs depuis son habitat naturel danubien, il nage avec indolence dans les eaux tièdes de Vouglan. L'histoire raconte que sa taille peut atteindre 3 mètres pour un poids de 130 kg. Salut Jean-Luc, ça va? Tout va bien? Si, tu te rappelles que tu es en zone C ici, c'est zone de silence, alors tu me coupes ton truc là. Alors, en matière de nature, là, tu nous parlais de 3 zones.
A, B, C. La zone A, c'est la zone la plus haute, c'est celle qui est essentiellement réservée à la pêche. C'est un endroit où le lac est relativement étroit, Ouais. très poissonneux aussi également. La zone B, c'est la zone qui encadre le pont de la Pile. C'est une zone qui est motonautisme, donc là où tout est autorisé, bateau moteur, tout, VNM, tout ça. Et la zone C, c'est celle où nous sommes actuellement. C'est la zone voile, c'est la zone de silence, c'est la zone zen. C'est le coin paradis, c'est le lac est plus large, voilà, c'était très joli. Et puis en même temps, eh bien, tout le monde a le droit d'aller se balader dans la zone de l'autre, mais tout le monde doit respecter le code de l'autre. Merci Didier. Alors, le lac de Vouglan, c'est un peu le paradis pour les amateurs de nature. C'est un lac connu pour ses eaux turquoises. Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Il y a la théorie des fonds calcaires, il y a la théorie de la rareté du plancton, qui font que il y a pas mal de baigneurs, forcément. Beaucoup d'amateurs pour venir se baigner. 3 grandes plages qui sont surveillées et qui permettent chaque été à plein de familles de s'égayer. Peur de vous avoir cassé votre affût. Bonjour. Très bien. Bonjour, David. Jean-Luc. Enchanté. Moi de même. Vous êtes photographe animalier? En loisir. Oui, en loisir. En loisir? Oui. Waouh. C'est quoi votre programme aujourd'hui? J'ai vu du chamois pas trop loin. Exactement, les chamois sont arrivés, là, ils sont bien présents. On a la chance de les voir ce matin. Ouais. Et je vous les ai quelque peu repoussés. Alors en fait, à côté de ça, mon métier, je suis technicien au barrage de Vouglan. C'est-à-dire... Voilà, le barrage dans la vallée là, que l'on peut voir. Ouais. Ah bah écoutez, c'est un coup de bol ça, parce qu'on est une équipe de télé là qui faisons un reportage sur la région. C'est possible de venir faire quelques images chez vous là? Ça devrait être possible, oui, bien sûr. Génial. Je vous invite à le découvrir. Ah, c'est sympa. Je crois qu'ils sont de retour là. Vous avez les clients qui reviennent. Ouais. David, je suis très impressionné. Là. Changement total d'atmosphère, on a quitté les chamois, la nature, on est dans le béton. On est sur le couronnement du barrage, donc la partie supérieure de l'ouvrage. À ma droite, on a la retenue. Troisième retenue de France, plus de 600 millions de mètres cubes d'eau stockée sur une longueur de 35 km. Quelles sont les spécificités de cet ouvrage? Sur la partie supérieure, on a environ 6 mètres d'épaisseur. À sa base, on aura 25 mètres d'épaisseur. On est sur un barrage de type voûte à double courbure. Donc une courbure sur le plan horizontal, donc là, un arc qui fait 420 mètres de long, et un autre arc sur le plan vertical. La pression de l'eau qui appuie sur le barrage est reportée sur la colline, sur ces deux appuis, donc un appui en rive gauche, un appui en rive droite, et toute cette force donc, est reportée sur le rocher ainsi que sur le pied de barrage, puisque la courbure redescend aussi verticalement. Et on a donc tout cet appui qui permet donc de retenir l'ouvrage. David, au milieu du barrage, il y a ces
ces 4 déversoirs, on appelle ça un déversoir? Qu'est-ce que Alors c'est des évacuateurs de crue. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la rivière a des variations de débit assez importantes tout au long de l'année. On peut se retrouver en été en étiage avec des très très faibles débits. Donc, et inversement, en automne ou en hiver, avec des crues, donc des débits très très importants. Et si le barrage était plein, eh bien, il faudrait évacuer le trop plein d'eau par ces vannes. Pendant l'été, on a une côte estivale à tenir, donc on a le niveau du lac qui est quand même assez important pour permettre toutes les activités touristiques. Et à partir de septembre, on va déstocker cette eau, faire de la réserve en prévision des crues automnales et hivernales. La capacité d'un grand ouvrage comme Vouglan, c'est de pouvoir lisser et décréter les variations extrêmes des crues de la rivière. Et inversement, en été, quand il y a très peu d'eau, on peut soutenir le débit en aval de la rivière. Alors, vous m'aviez promis de m'emmener dans le ventre du monstre. On peut y aller? Tout à fait. Allez. On y va. Alors là, vous m'emmenez dans le ventre de la bête. Là. C'est ça. Bon. Allez, on est parti. On y va. Jean-Luc, à vous l'honneur. Ouais. Oula! Impressionnant. On est où, hein, là, David? Donc là, on est dans la galerie périmétrale. Hein. Elle permet de desservir différentes galeries du barrage et de descendre de 130 mètres. Donc, jusqu'au pied de l'ouvrage. Jusqu'au pied de l'ouvrage, c'est ça. Eh ben, on y va. Allez, on est parti. C'est sportif, votre métier, David? Un petit peu avec ces marches là, mais fort heureusement on a un ascenseur qui permet de desservir les différents étages du barrage. Et alors ce genre de visite, ça fait partie de vos missions quotidiennes ou vous y venez combien de fois? Alors on y passe une fois par semaine, hein, on contrôle les différentes galeries, on les surveille. Hein. Ouais. On peut contrôler aussi l'éclairage, hein. Ça paraît aussi évident pour des raisons de sécurité. Et puis après, on a le système d'auscultation proprement dit lié au barrage. Donc on peut avoir des piézomètres, on a des drains, on a aussi des pendules. Des pendules? C'est de plaisanterie? Non, je suis sérieux. Ah, je veux voir les pendules. On a 6 pendules qui permettent de surveiller le barrage. Alors on y va pour les pendules alors. On est parti. Dites-moi, il y a vraiment toutes sortes de galeries là. On n'est plus dans le béton là, de toute évidence. On a l'air d'être dans le. C'est ça. On est dans le rocher là. Comment ça se fait? Là, on a quitté le barrage. Ouais. Et on est sous la montagne. On est dans le rocher là. Et là, on est exactement dans une galerie de reconnaissance hein, qui permet de contrôler tout l'environnement du barrage. Ok. Voilà. Très bien. Et vous avez combien de galeries comme ça? On a environ 5 km. 5 km? Oui, 5 km de galeries dans le barrage qui permettent la surveillance de ce dernier. Vous vérifiez en permanence? Voilà, c'est ça. Bon. Alors, on va voir les pendules parce que vous me les avez promis tout à l'heure. On y va. David, de toute évidence, on n'est pas tout seul dans l'ouvrage. Il y a un de vos collègues là qui est en train d'effectuer des mesures. Effectivement, on est en train de retrouver Christophe. Oui, qu'est-ce que vous faites? Bonjour Christophe, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je mesure les débits de drainage. Ça nous permet de quantifier les sous-pressions naturelles qui sont liées au barrage. Et là, on va rentrer dans une autre partie du barrage. On va traverser un boyau. C'est quoi ce boyau exactement? Ce boyau, c'est une galerie blindée qui permet de faire la jonction entre le rocher et le barrage. On y va? Allez, on est parti. Et voici Jean-Luc
l'un de nos fameux pendules. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est constitué donc d'un fil à plomb qui est ancré en tête du barrage et qui traverse tout le barrage jusqu'à sa base. C'est pour mesurer les variations du barrage, puisque donc, ça vit et ça respire, comme tout ouvrage en béton, donc en fonction de la saison, de la charge de l'eau qu'on a derrière. Donc, vous déclenchez toutes les semaines, je crois. Voilà. Ah bah dites donc, on aura fait les 5 km là. Presque. On va où maintenant? Eh ben, je vous propose le clou final de la visite. Le clou de la visite, c'est quoi? C'est encore un pendule ou quelque chose? On verra. Ouais, Surprise. On y va. Et la surprise se trouve derrière la porte. Derrière la porte, exactement. Je vous présente la salle des machines. Waouh! Ah oui, impressionnant. Alors David, 4 groupes, on les a vus depuis là-haut. Alors qu'est-ce que ça représente véritablement en termes de force de frappe, entre guillemets? C'est pas la bonne expression. Alors en fait, on était dans le barrage tout à l'heure. Maintenant, on se retrouve dans la salle des machines. L'aménagement, il est constitué de ces deux éléments indissociables. Et on a donc pour le coup 4 groupes de production. La puissance au total est de 265 MW, 265 000 kW, avec une très grande réactivité. En moins de 5 minutes, cette puissance-là est délivrée sur le réseau national. Alors ça, c'est la souplesse de l'hydraulique. Exactement. Exactement. C'est la grande force de l'hydraulique. Parce que l'électricité ne se stocke pas. Exactement. Aussi voilà, ce paramètre-là est très important. Donc l'hydraulique est la variable d'ajustement qui fait l'égalité entre la production et la consommation. Là, cette puissance-là, elle correspond à environ 90 000 foyers. Sachant que c'est une énergie renouvelable, on ne produit pas on n'émet pas de CO2. C'est cette capacité de l'hydraulique à produire une énergie propre avec la force de l'eau. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est la réunion d'équipe, Jean-Luc. Je veux venir? Non, je vais devoir vous laisser. Ok, je vous attends, pas de souci. Christophe, aujourd'hui, donc il y a la préparation de la consignation du groupe 1 de Saumortier, et en parallèle, tu feras la ronde hebdo à Saumortier ce matin. Voilà. Christophe, expliquez-moi juste une petite chose avant qu'on ne parte. Cet effet d'aile de papillon là sur l'ouvrage, c'est dû à quoi? Et en fait, c'est lié à deux phénomènes, donc l'humidité et le soleil. Et ces deux phénomènes combinés laissent apparaître un écosystème, donc des lichens, et la pluie alimente encore ces lichens en permanence. Christophe, on parle beaucoup de Vouglan par la force des choses, mais il y a quantité d'ouvrages dans la basse vallée de l'Ain, comme ici à Saumortier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, ici on est sur l'aménagement de Saumortier, qui est déjà un bel ouvrage, qui participe à la production d'énergie hydroélectrique, tout comme les 3 autres aménagements qui sont sur l'Ain à l'aval de Saumortier. Et il ne faut pas oublier aussi que ces ouvrages-là participent énormément au multi-usage de l'eau. C'est-à-dire? Le multi-usage de l'eau, ça concerne tout le monde. C'est le tourisme, l'agriculture, le sport, le kayak, tout ce qui est lié à l'utilisation de l'eau autour de nos ouvrages. Le barrage d'Allemand, mis en service en 1960, est le dernier ouvrage d'importance sur l'Ain. Si sa fonction première est de produire de l'électricité,
Il joue aussi un rôle majeur dans la gestion du débit d'eau minimal restitué à la rivière afin de garantir en permanence en aval la vie, la circulation et la reproduction des poissons. Préserver l'environnement est l'un des enjeux majeurs que se doivent de gérer les hydrauliciens d'EDF. D'anciens bras morts de la rivière d'Ain, appelés l'Aune, ont été aménagés comme assises Bolozon. Elles constituent un écosystème idéal, favorisant les frayères de poissons et l'épanouissement de la flore aquatique. Les montagnes du Jura ont disparu du paysage et c'est sur une rivière pacifiée que je navigue ce soir. Nous sommes à quelques encablures de Pont-d'Ain, en région Rhône-Alpes. Dans une cinquantaine de kilomètres, la rivière d'Ain se jettera dans le Rhône.